Et oui, bonjour les gens. Aujourd'hui, on va aborder le sujet un peu compliqué là. Togo, les réactions des gens, pédophilie, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? De toute façon, il y aura pas de révélation de fou sur ce stream. Il y a pas de révélation de fou, quoi. Je vais vous expliquer un peu l'affaire et je vais vous donner mon avis et je vais rappeler un peu c'est quoi moi en cas personnellement ma position politique sur la pédophilie. Comment on s'occupe de ça, comment on s'occupe de ce problème, de ce fléau de société, c'est un fléau. Pour les aider, c'est des gens qui sont malades, ils ont surtout besoin de soins adaptés. On va en parler, on va en parler. Le monde du rap, il faisait de la mauvaise musique et c'est mérité. Oui, non mais ça, bon, elle a lâcheté du monde du rap et des journalistes rap, ça c'est autre chose. J'ai pas compris si l'annonce de Petite Sœur c'est un call-out ou si c'est en accord avec Femme Togo. Alors, on n'a pas plus d'informations. Les gens sont des bozos. Bah en fait non, moi je pense que les gens ont une réaction compréhensible en fait. Alors c'est juste que à l'étape où nous sommes vis-à-vis de cette société, vis-à-vis du sujet, comment on l'aborde, comment les gens se positionnent là-dessus, la peur que ça représente pour les gens, mais la peur que ça représente aussi, on va parler d'adultisme durant ce stream, la peur aussi que ça représente pour des tas d'adultes que de se laisser être hermétique à certaines pensées, certaines voilà, pensées intrusives. Comment tu gères tout ça? Parce que bah, ça part aussi de là, hein. Faut pas l'oublier quoi. Souvent que ça sort par les artistes et que ça va sortir dans un média, non? Oui, oui, il y a des grandes chances qu'on soit qu'au début, hein. Ah, je vous avoue, c'est un peu dur hein, comme sujet pour moi. Parce que j'aimais bien Femme Togo. T'as écouté le projet de Femme Togo? Je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai écouté 2 fois, mais voilà, je vous dis pas d'aller l'écouter. Je l'ai écouté 2 fois pour comprendre, en fait, pour avoir quelques réponses que j'estime pas avoir vraiment eu et j'ai pas envie d'en faire la promotion. Il a sorti un album Frontières Partisans où il en parle et aussi ce qu'il a vécu et c'est encore plus sombre. Ouais, bah on va en parler. De toute façon, faut arrêter d'être hypocrite sur le sujet. Enfin, on comprend les réactions des gens qui sont en mode faites pas la promo de ce type et tout ça. Mais que les gens soient choqués, que les gens aillent écouter, fouiller pour essayer de trouver des réponses, moi je trouve ça normal en fait. Que tu mets les doigts dans quelque chose d'un peu sombre. Enfin, je veux dire, faut se poser des questions de pourquoi Feldup a autant de succès dans le moment. Enfin, je veux dire, la curiosité morbide, c'est quelque chose de très humain. En fait. Très très humain. Et il s'agit justement de l'admettre, commencer, poser des questions sur comment on la gère en fait. Et c'est bien gentil de vouloir être dans un déni perpétuel, mais c'est important d'en parler parce que politiquement, bon, je vois tout et n'importe quoi, que ça soit les gens en mode peine de mort pour les pédos, haha, les queers, fallait s'attendre à ça, ils ont des vies niquées, on vous avait prévenu que c'est de la mauvaise musique, quoi. Et de l'autre côté, mais alors il y a des gens, par espèce de posture anti-punitiviste, justement, ils s'en tiennent à un peu bête, en fait, et à pas comprendre la colère des gens. Enfin, bref. Je découvre l'existence du gars en même temps que l'affaire. Alors, je vais, vous inquiétez pas, je vais essayer de dérouler tout ça dans l'ordre. Quoi, les bails? Femme Togo a des accusations, oui, de pédocriminalité. Un album a dénoncé les prédateurs pour en entrer en finale. Oui, et après, je vais te peut-être te frustrer, mais il est les deux à la fois. En fait. Les gens, genre, moi, vous le savez, sur ce stream, je me méfie de la théâtralité des affaires de ce type. Théâtralité attendue des affaires de ce type, c'est de bien pouvoir discerner qui est la victime et qui est le bourreau. Une des raisons pour laquelle plein de gens ne témoignent pas. Plein de gens qui ne témoignent pas parce que justement pris dans cette théâtralité. Il est accusé de quoi concrètement? J'ai pas suivi. Eh ben, on va lire ensemble le communiqué. On va commencer par ça. Bon, le tweet de French Rap. Alerte. Petite Sœur Néofront, Snorunt et Irko ont publié un communiqué affirmant que l'artiste Femme Togo serait impliqué dans des faits de pédocriminalité. Femme Togo nous a communiqué avoir commis des actes d'une extrême gravité, consommation de contenu pédopornographique et relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Communiqué 5 mars 2026. Donc ça fait combien de temps là? Ça fait 2 jours. Moi, comment je l'ai appris? Attendez, déjà, comment je l'ai appris? Même pas quelques jours avant, je parle avec Raz du fait que j'ai parlé à Femme Togo en MP. Et ça, c'est vrai. Les gens, je vous avoue, ça me perturbe un peu. J'ai parlé avec Femme Togo en message privé il y a genre une semaine. Après, c'était vraiment une petite discussion en mode, à la sortie de l'album, moi, je lui avais laissé un message. Et un message du type, putain, merci pour votre projet. Vous avez parlé de sujets hyper crus, des queer, de prostitution, de trucs que, voilà, t'entendais quasiment jamais ailleurs. Et du coup, merci pour avoir fait ça. Vous êtes en train d'ouvrir une porte. Ça fait vraiment du bien. Enfin, voilà, j'ai posté un petit message comme ça, hein, de remerciement. Et c'est juste que, bah, Femme Togo l'a vu il y a une semaine. Il y a une semaine, Femme Togo voit mon message. Et du coup, il me dit, ah, mais je regarde tes VOD sur YouTube. C'est trop cool. Continue dans ce que tu fais. Et c'est bien de lutter ou je sais quoi. Et du coup, après, moi, j'ai un peu cette envie de fan d'être en mode, j'ai envie de lui poser des questions sur le sens caché de ses textes. Bon, je pense que maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu plus de réponses qu'il y a une semaine. Et du coup, j'étais en mode, oui, le sens caché de tes textes, je sais pas quoi. Et j'étais en mode, je vais éviter de te poser trop de questions parce que sinon, ça tue le mystère. Au pire, j'attendrai de découvrir ton troisième ID, comme les autres, pour avoir un peu plus de réponses. Et lui, il était
était en mode haha MDR et tout ça. Et après par contre je lui ai dit non, il y a une question que je posais, mais qui est pas vraiment du spoil par rapport à tes textes, mais plus une question par rapport à la fonction dont enfin à ton fonctionnement d'artiste un peu, tu vois. Et que je lui ai dit, est-ce que depuis le début, parce que ce mec-là fait du rap depuis 5 ans, est-ce que depuis le début, tu fais des doubles sens sur la prostitution, sur l'homosexualité, des trucs un peu cachés, comme je sais pas moi, la phase sur Ivy où il dit il y a des vassaux et des longues épées, ou des trucs comme ça. Et lui, il était en mode haha, MDR, non pas à ce point-là. Genre en mode je me fais trop d'idées. Et que globalement, s'il avait pas rencontré Petite Sœur, il serait sûrement encore un gay au placard. Et que c'est vraiment un peu la rencontre avec Petite Sœur qui le décoince en fait. Et du coup voilà, il me répond que non, ou en tout cas pas au point que ça soit quelque chose depuis le début de sa musique, mais que c'était quand même à partir d'un certain seuil foreshadowing pour le moment qu'a été l'album Pretty Doll Scorp. Et ensuite j'imagine le moment qui a été communiqué justement. Bon du coup le communiqué sort le 5 mars et je lis le communiqué et là je suis comme tout le monde quoi, je tombe des nues en mode ah bon ok. Et en même temps je lis ça et je me dis en fait je suis détruit quand je lis ça et en même temps je me dis mais c'est étonnant en fait, genre c'est pas si étonnant. En fait il y a tellement de probabilités que ça soit vrai. Genre pas pour dire non plus que les gens qui ont vécu ça et tout finissent par le faire hein. Moi vous savez j'aime vraiment pas cette idée et en fait M Togo finalement c'est quelqu'un qui a proposé un art hyper dérangeant. Au final c'est ça quoi, où il explique comment il est cet être qui a le poison en lui et qui a été une victime et qui aujourd'hui est un bourreau et on le sait. Il est les deux à la fois et c'est ça la complexité de ce truc là. Et ça vise pas à l'excuser que de dire ça. Ça vise juste à prendre la complexité comme elle est en fait. Alors il s'agit pas d'attribuer un rôle essentiel et en même temps bah oui évidemment il y a une proportion plus forte que des gens qui ont pu vivre ça reproduisent. Précisément parce que le poison est en eux. Mais on va y venir. Qu'est-ce que c'est que ce poison? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui abîme les victimes, qui flingue leur discernement sexuel, qui installe en eux une sensibilité qui ne devrait pas être là? Le script est mis en place, il est à disposition. Voilà. Et on doit un peu mettre les doigts dans cette question. C'est quoi le script en question? Comment ça fonctionne potentiellement dans la psyché d'un pédophile? Ou dans la psyché d'une personne qui a été victime de pédophilie et qui a le poison dans son cerveau. Poison, j'entends les connexions psychiques de perception qui l'amènent à être gêné par cette question, potentiellement à ne pas pouvoir en libérer et à finir même par être obsédé par cette question. Je comprends pas cette facilité à prendre comme argument la reproduction de la violence. Oui, moi aussi. Mais surtout qu'en proportion, c'est pas énorme. En fait, c'est pas énorme. Il y a des stats, non, qui disent que c'est genre 10%. Mais 10%, c'est déjà important. En soi, c'est déjà important. C'est significatif. Tu peux déjà parler d'une population à risque. Mais pour autant, ça reste 10%. C'est injuste pour les 90% restants. Que de les essentialiser à ça, en fait. Il y a des stats, mais je crois que c'est pas clair. Ouais. Et en fait, la vérité, c'est que ça fait aussi depuis pas longtemps qu'on s'intéresse vraiment à ces sujets-là. Hein. Enfin, je veux dire, le pédophile est un archétype qui plane dans l'imaginaire collectif depuis longtemps, mais l'inceste est très récent. Les statistiques sur l'inceste, c'est très récent. La capacité à comprendre que c'est le système de domination de l'adultisme qui est un peu le ciment, la manière de relier ces deux choses-là, à savoir l'inceste et la pédophilie. Je rappelle, tous ceux qui font de l'inceste ne sont pas pédophiles. Et tous ceux qui sont pédophiles ne passent pas à l'acte et font de l'inceste. C'est ça aussi la complexité, quoi. C'est que des fois, il y a des gens, ils agressent des enfants et ils sont pas attirés par le fait de le faire. Pas les enfants qui les excitent, plus la domination en tant que telle. Voilà, ce qui est comme sujet. Après, il y a aussi une normalisation des pratiques sexuelles déviantes. Je mets des guillemets parce que le terme est peut-être mal vu, dans la pornographie. Avec tout le temps un rabâchage des corps des jeunes et on cache souvent des signes de puberté. Pavé dans la mare, mais ça explique aussi en partie le fait que les gens qui ont déjà un terrain propice à ça glissent parfois plus dans leur travers. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que c'est un effet de comorbidité. C'est-à-dire que généralement, faut déjà être sacrément seul, sacrément isolé, sacrément perdu par rapport à une conception morale collective. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, même qu'est-ce qui est bien ou mal. C'est de la morale, mais c'est comme ça. La morale, c'est aussi les jugements collectifs. C'est ce qui ne tient pas de l'exact. C'est la façon dont les gens se positionnent par rapport à un sujet. En fait. Il n'y a pas de démonstration exacte de la réponse. C'est ça la morale, ni plus ni moins. Donc en fait, quand ta boussole morale, elle est fucked up, notamment parce que t'as grandi dans une famille déglinguée avec des problèmes, que tu tombes sur des personnes qui te protègent et qui en abusent, parce qu'ils ont ce rôle de protecteur, partent du principe que t'as une dette envers eux et qui se servent, que clairement c'est un cercle vicieux. Tu vas t'isoler un peu de la honte de toi-même, tu vas tomber dans des habitudes qui vont valider ta vision des choses et donc au fur et à mesure tu boucles et tu tombes de plus en plus bas, sans parler même de passage à l'acte. Et moi je pense que ça a beaucoup à voir avec l'isolement dans notre société, avec le fait que les gens ne sont pas attrapés par une conscience collective. Je veux dire, ce qui produit le plus les réflexes t'empêche d'avoir ce genre d'action. Mais alors que ça soit des actions de pédophiles ou le fait de cultiver cette attirance et tout,
ça peut être aussi autre chose. Ça peut être le fait de frapper ses gamins. Ça peut être le fait d'avoir des mauvais traitements envers ses enfants ou sa femme. En fait, toutes ces choses-là, normalement, elles sont... En fait, c'est le collectif qui aiguise ses instincts moraux. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Si tu vis en communauté avec d'autres gens qui ont un avis à donner sur tes actes, si la communauté a un regard sur tes actions, tu peux pas juste t'en sortir facilement. Que tu fais et voilà, derrière, il y a des gens pour te donner leur avis et tout ça. Voilà, après, c'est pas pour dire que ça se passe bien, mais c'est juste pour dire que ce qui est moral part déjà d'un rapport au collectif. Je veux dire, quand t'es un mec tout seul chez toi qui traîne devant ton ordi tout le temps, c'est bien gentil d'avoir l'impression d'être en résonance avec un collectif parce qu'on est des réseaux sociaux et tout ça, mais derrière, on a peu de responsabilité. Ça peut très bien être une vraie anguille, en fait. On peut dire une chose à tel endroit et penser l'inverse. C'est ça aussi les réseaux, c'est qu'il y a une absence de responsabilité par rapport à ce que tu dis. Alors que le collectif, concrètement, c'est pas bon, avoir des voisins, avoir une famille que tu vas voir et tout, les actes pèsent. Tu te retrouves à un dîner de famille et que tu abordes un sujet, tes parents, ils sont physiquement présents en fait en face de toi en fait. Si tu dis une dinguerie, il y a potentiellement ton frère ou ton oncle qui tape du poing sur la table et qui te dit ferme ta gueule ou je te frappe en fait. Enfin, c'est ça aussi. Je dis pas que ça se passe toujours bien, mais je dis que la boussole morale se fabrique dans ce contexte-là. Et évidemment, quand on grandit dans une famille dysfonctionnelle, on a une boussole morale de merde, complètement flinguée. Et en fait, ce qui est triste, moi, ce qui m'attriste aussi beaucoup vis-à-vis de Femtogo, c'est cette idée de me dire, vas-y, ce mec-là, il est trop flingué. Genre, est-ce qu'il est récupérable? C'est fini, tu vois. Genre, c'est. Il y a encore de l'espoir, en fait. C'est terrible. Et évidemment, je suis de gauche, je suis humaine, empathique, et je me dis qu'il y a toujours de l'espoir. Mais c'est terrible. Genre, on en connaît des collectifs, institutions qui produisent de la violence et de l'immoralité en interne. Inceste et famille, violence au sein des institutions, écoles, hôpitaux et tout ça. Car le collectif, c'est aussi un cadre qui crée de l'interdépendance et donc de la conformité par peur des exclus du groupe. Mais en fait, Timothée, je ne cherche pas à dire que ça se passerait bien parce que c'est le collectif et que c'est mieux. Par contre, créer de l'interdépendance. Va falloir vivre avec le fait qu'on est tous interdépendants. Ça, déjà, cette idée, elle m'énerve. C'est quoi ton opposé? Ton opposé, c'est de dire quoi? C'est de dire que on devrait... En fait, on est responsable, on est mature quand on est un être humain complètement indépendant, complètement autonome. C'est complètement faux, en fait. On est émotionnellement, professionnellement, économiquement, toujours liés à des gens, toujours dépendants de leur bon vouloir, toujours eux-mêmes dépendants de notre bon vouloir. En fait, faut accepter qu'on vit dans des codépendances, en fait. Et les gens qui ont le moins de responsabilité vis-à-vis de codépendance sont des gens qui sont plutôt isolés et quelque part, ça abîme leur boussole morale. Après, des fois, à raison. Parce que, je sais pas moi, un gamin qui se barre quand il commence à être grand d'une secte dans laquelle il a grandi et qui lui faisait du mal, peut-être que, effectivement, sa boussole morale va être un peu flinguée. Mais il fait bien, tu vois. Il fait bien. Et en même temps, potentiellement, il va se retrouver dans une certaine solitude et il faudrait qu'il réussisse à reconnecter avec des gens. Il peut pas juste vivre dans cette solitude, mais de tout, tu vois. Tu as raison sur l'importance du collectif pour forger les individus. Même si on est tous différents dans une famille, bande de potes, pour le coup, on est tous liés ensemble et c'est souvent ce qui nous permet de pouvoir avancer, changer. Bah oui, c'est comme ça qu'on comprend la sensibilité des autres. Elle nous traverse en fait, mais elle nous traverse aussi parce qu'il y a un rapport matériel physique aux autres. Je veux dire, tu peux pas te mettre à dire n'importe quoi et insulter quelqu'un pour ce qu'il ressent quand il est en face de toi. Tu le sens dans ta chair en fait animale et tu vas lui faire mal. Alors que les réseaux sociaux, c'est pas le même rapport en fait. Limite, c'est un peu excitant pouvoir se permettre de dire des choses et de ne jamais être inquiété. La solution, elle est à la fois dans un collectivisme et dans un individualisme. Mais les deux vont de pair. Et c'est pas vraiment un individualisme, mais c'est... Les deux vont de pair en fait. Je rappelle un truc, hein, c'est que là où les gens sont bêtes sur la notion d'individu, c'est qu'ils ont l'impression que l'individualisme, c'est le culte de soi. La formation de l'individu, c'est précisément en entrant en résonance avec les autres, il prend conscience de sa propre différence et de son propre caractère unique. C'est précisément parce qu'il est capable de s'intéresser aux autres et que des autres s'intéressent à lui, prend conscience de ce qui le rend différent. Votre différence vient du fait qu'il y a une réflexivité. Sans réflexivité, sans altérité, vous n'êtes conscient d'être différent. Vous pouvez très bien être le mec le plus seul au monde qui habite dans une grande ville. Vous avez l'impression d'être insignifiant. Vous n'avez pas l'impression d'être différent. Vous avez l'impression d'être aussi insignifiant. Vous avez l'impression d'être monsieur ou madame tout le monde. Alors, du coup, il y a le communiqué. Il sort le 5 mars. Nous vous écrivons avec une douleur et une urgence que nous n'aurions jamais imaginé avoir à mettre en mots. Femtogo nous a communiqué avoir commis, donc il est bien précisé ici, nous a communiqué avoir commis des actes d'extrême gravité. C'est pas on l'a cuisiné, il a cédé, il nous a communiqué. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un craquage? C'était trop pour lui? Il en avait marre de mentir? Il voulait disparaître? Comme le dernier morceau de son album chelou
là. Donc du coup, des actes d'une extrême gravité, consommation de contenu pédopornographique et relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. Ces faits, relevant de la pédocriminalité, évidemment, ont été attestés par Femtogo lui-même. Nous les condamnons fermement. Nos pensées vont vers la victime, ainsi que vers d'éventuels autres dont nous n'aurions pas connaissance. Donc ça, c'est... Déjà, on sait qu'il y a une personne. Femtogo a parlé d'une personne, mais il y a potentiellement d'autres personnes. C'est juste que, imagine que eux, ils sont en mode, bon, peut-être la forêt, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. C'est normal de penser comme ça. Ça veut pas dire qu'il y a d'autres victimes. Ça veut juste dire que le réflexe normal à avoir, c'est de se dire, putain, mais si ce mec a pas été honnête avec nous, il nous a caché des choses et tout, l'arbre qui cache la forêt, moi je comprends. Si un jour, elle ressent ou ressente le besoin de s'exprimer, nous nous porterons témoins de tout ce que nous venons d'apprendre afin que la justice soit rendue. La commission de contenu pédopornographique alimente un réseau mondial d'asservissement et de torture d'enfants incapables de se défendre. Vouloir assouvir sa domination sur un être vulnérable relève d'une lâcheté indescriptible. Un enfant ne peut consentir. C'est une violence délibérée exercée sur celui ou celle qui ne peut pas se défendre. C'est ce que nous combattons corps et âme depuis le premier jour. Son récent projet porte notamment sur la dénonciation des violences sexuelles faites aux enfants. Pendant, il a délibérément choisi de perpétuer la violence qu'il a lui-même subie, en pleine connaissance des conséquences pour les victimes. L'impact du projet a été tel que Femtogo est devenu le représentant d'une cause qu'il n'aurait jamais dû avoir la légitimité de défendre. Et en vrai, moi je vais fier là-dessus. Oui, enfin, je veux dire, on s'est quand même fait avoir. Enfin, je veux dire, si c'est un truc qui remonte à il y a longtemps, Femtogo s'est vachement donné le beau rôle dans ces textes. Hein. C'est gentil de faire un dernier album pour dire ah là là, en fait c'est un peu plus dit que ça. Et encore, je vais utiliser des métaphores et des doubles sens pour le dire. Reste que t'as pris ce rôle-là. Reste que là, tu te touches un bon gros pactole en fait. Que dans ton truc moral, t'es en mode eh vas-y, j'ai trop souffert, j'ai le droit de récupérer cette thune, j'arnaque le monde, je vous baise. Ok, mais voilà, t'as peut-être tes raisons, mais tu as fait du mal en fait. Là, tu as fait du mal. Fait du mal, alors déjà, à toutes les personnes qui se reconnaissaient dans quoi. Et en même temps, on aurait envie de leur rétorquer bah oui, mais vous attendiez à quoi? Des fois, c'est complexe ce genre d'histoire. Oui, elles le savent elles-mêmes. Elles sont travaillées par ça parce qu'elles le savent elles-mêmes. Elles ont reconnu dans les textes de Femtogo, dans tes textes Femtogo, si tu regardes ça, c'est cette complexité. C'est-à-dire que moi, quand j'écoutais Pretty Doll's Corpse, je n'étais pas en mode ce mec est un petit ange qui a réussi à se laver de toute la crasse que ça a mis dans sa tête et voilà, c'est un saint, c'est un messie et voilà. Non, moi j'étais convaincu que effectivement, par rapport à ses textes, par rapport à la manière dont il parle de comment ça le salit, il était hanté ce gars. Il y avait un truc où en mode il est hanté, il est habité. Il y a le démon, tu vois, en lui. Ça c'est tout. Mais effectivement, on s'imaginait pas que le démon c'était littéralement le versant de la médaille totale. Que tu sais, genre, t'es littéralement fait ça, tu vois. Conscient d'être une figure influente, il a choisi de publier un projet commun en prenant le risque de discréditer des milliers de voix qui portent déjà trop peu, dont celles de ses collaborateurs. Oui, ça, moi je comprends que ça les vénère de fou, t'imagines. Imagine, tes petites sœurs, tu te dis, vas-y, j'ai trouvé un gars, on va faire un projet, c'est des queers. On arrive, on enfonce la porte, on dégueule notre vérité, on va les choquer. Et ça a marché, ça a été un braquage. Plein d'écoutes sur l'album, plein de médias rap qui se sont couchés, plein de gens qui étaient en mode, les queers dans le rap, on n'en veut pas et tout ça, qui se sont couchés, qui ont respecté, qui ont dit, ça rappe bien, basta. Effectivement, ce qui est très dur là, c'est que Femtogo, il referme la porte derrière lui. Ça va être dur pour Petite Sœur maintenant. Le plus injuste, c'est pour Petite Sœur. Hein. Bon, à la limite, les autres aussi, je les connais moins bien et tout. Néofront, limite, il a l'avantage d'être semi-loose derrière sa platine. Pour un mi-loose, ça va. Il va juste dire, c'est bon, t'as bossé avec ce gars, vous connaissez peut-être pas si bien. Ah, pour Petite Sœur, c'est littéralement sa voix s'entremêle sur le projet à celle de Femtogo. Rien que pour ça, c'est... Et moi, en fait, je pense que c'est peut-être ça. Hein. Je pense que c'est la cocotte minute. Il s'est rendu compte de ce qu'il était en train de faire. Il a fait ce projet, il avait besoin de ça, peut-être pour lui, de livrer. En même temps, il s'est donné le beau rôle et il pouvait plus se regarder dans la glace. Il était en mode, il s'est dit, je suis ce connard. Je suis ce connard, je suis cette ordure qui est en train de se construire une existence qui ne permet pas de pleinement décrire la complexité à la fois de la victime que je suis et à la fois du bourreau que je suis devenu. Et le problème, c'est que je peux pas être honnête. Au bout d'un moment, je vais juste être un hypocrite, en fait. Et en plus de ça, ça va retomber sur mes collègues. Donc en fait, je pense qu'il a désamorcé ce truc maintenant. On sait que tu as pas vraiment sa mère, t'inquiète moufette. Non, mais c'est parce que, en fait, moi vous savez, j'ai pas une posture de, ça y est, maintenant tout ce qu'il a dit dans ses textes, je l'envoie à la poubelle, c'est une ordure, il nous a menti, tout était faux. Je pense pas comme ça. Je pense sincèrement que ce mec-là, il se mentait à lui-même, il se donnait le beau rôle, c'est pas pour autant que ce qu'il racontait était faux. Et que sa sensibilité, sa manière de sublimer ses sensations à lui, de quand il se baladait dans les rues de la ville pour vendre son cul ou des trucs comme ça, moi, je les prends quand même, ces trucs-là, tu vois. Je prends cette sensibilité avec sa complexité. Je ne lui enlève pas ça. Et donc, quand il parle de sa daronne,
je n'enlève pas ce qu'il dit sur sa daronne. Ça a l'air d'être une personne auquel il tient. Ça a l'air d'être une personne importante qui a pas été parfaite, mais qui a été bonne. Voilà, qui a été juste. Ou en tout cas, qui a tenté de l'être, et forcé à l'être. Contrairement à d'autres personnes de sa famille, il a l'air de vouloir, avec qui il a l'air de vouloir régler des comptes. Après, sœur, j'ai réécouté ses solos. Il y a moyen qu'elle tank. Mais bien sûr. Mais non, mais je dis pas ça. Je dis pas ça en mode elle tankera pas parce qu'elle a pas de talent. C'est fou, quoi. Elle a énormément de talent, petite sœur. La question maintenant, c'est juste que son image va être associée à Femme Togo. Elle va être invitée. Elle va être en mode, mais il y a des gens qui vont lui poser des questions en mode, mais est-ce que tu savais? Ah là là, vous les queers, vous êtes bizarres. Ah, on accepte les queers, c'est pour qu'un pédophile rentre par la porte. Sœur est solide, bien sûr. J'ai pas de. Mais c'est dur, quoi. C'est dur, hein. Pour l'une des seules meufs trans dans ce milieu qui arrive à ouvrir la grande porte, faire un grunt et tout, c'est dur, hein. Et moi, je suis une meuf trans. Et forcément, j'ai un affect de. Je suis du côté de petite sœur. Genre, elle doit avoir le seum de fou. Je pense qu'on va connaître une période où les gens qui font de la merde vont de plus en plus parler et assumer. On voit bien comme la libération de la parole est libérateur pour les victimes. Ça va être les mêmes choses avec les agresseurs, ça va être particulier. Ah, je suis pas sûr parce que là, on est parti sur une chasse à l'homme. Hein. Togo est en mode chasse à l'homme. Ça cherche son adresse, son visage. Bon, et ça reste compliqué. J'ai l'impression que petite sœur est une victime collatérale. Ouais, de fou. Petite sœur née au front, Norunt et Irko ne travailleront plus avec lui. Quant à Scarcapage, l'entité n'existe plus et n'existera plus jamais. Ce qu'il a fait va à l'encontre de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous défendons. Nous invitons chacun d'entre vous à faire le deuil des projets dans lesquels nous nous sommes investis à ses côtés. Donc c'est vraiment en mode vas-y, Pretty Dolls Corp, c'est poubelle en fait, plus rien ne fait de sens. De leur perspective à eux, c'est logique. De leur perspective à eux, c'est normal que le projet il soit bousillé en fait, qu'il ait plus du tout le même sens, que ça soit juste un truc vomitif en mode ils se sont fait avoir, tu vois. Fils de fou, je l'écoute si souvent. Moi je l'écoutais plus non plus si souvent. Et il y a une période où je l'ai quand même beaucoup écouté, j'avoue. Il y a une période où je me suis quand même un peu buté. Quelques semaines après la sortie et tout, je l'écoutais beaucoup. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je me suis dit, ça reste des bad vibes hein, quand même. Hein. Est-ce que j'ai envie de me lever le matin, être dans le métro et être toujours sous bad vibes le monde est horrible? Bon. Nous découvrons avec effroi qu'une partie de cette cause n'a jamais été sincère. Ce que nous avons bâti avec dignité et engagement d'un côté était en réalité aussi composé de vices et de malhonnêteté de l'autre. Et ça, c'est vrai, faut le dire. Et je pense que c'est pour ça qu'il a crevé l'abcès. Mais là où ça a été un lâche, en vérité, il aurait peut-être jamais dû faire cet album, c'est vrai. Et en même temps, je pense que son égoïsme d'artiste, et voilà, c'est tout. Maintenant, il doit vivre avec ça. Son égoïsme artistique a été de se dire, j'ai envie de vivre ce moment, je peux me livrer. Et ensuite, voilà, je donnerai toute l'histoire aux gens. Je sais pas comment ça s'est passé dans sa tête. Là, j'avoue, je spécule. Je spécule et je devrais pas aller sur ce terrain-là. Il a voulu réécrire l'histoire. Je pense pas. Je pense qu'inévitablement, il se donne le beau rôle. Mais au fond, je pense pas qu'il cherche à réécrire l'histoire. Je pense juste qu'il a raconté l'histoire progressivement en dévoilant la complexité comme un iceberg de la vérité sur lui-même, tu vois. Et en tout cas, effectivement, la phase Hey girl, salut jeune fille, j'ai niqué ma vie sur un plot twist. Celle-là, bah ok, on a compris. Et j'avoue que quand t'es petite sœur et que t'as répété le morceau et que d'un coup tu relis le texte et tu te dis ah bon, tu sais, t'as le devient Denis Brognard quoi. Ah bon, pardon, c'est pas drôle, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ah waouh, c'est ok. J'ai fit avec ce gars sans jamais trop comprendre le double sens. Non, tout ça dans la gueule, tu vois. En vrai, l'aspect terrible, c'est surtout que ce genre d'affaire va servir d'argument aux détesteurs de queer. Ah mais ça c'est déjà le cas. Pour les remarginaliser, enfin bon, pas non plus être un cataclysme, mais c'est une sacrée clim. Ouais, de fou. J'ai jamais écouté les projets, mais on peut être honnête dans une démarche et être honnêtement délu sur soi-même. Bah ouais, puis après, bon, ça reste un type de quoi, 24-25 ans, avec une vie un peu fucked up. Moi j'ai l'impression que c'est un gars qui est en train justement de se reconstruire, mais c'est trop tard. T'as un démon, t'as agi, voilà quoi. En fait, limite, fais ça tout seul. Tu sais, j'ai ce truc de t'aurais fait ça tout seul, t'aurais créé ce narratif seul et tout, t'appartenais, mais là, t'y as mêlé quand même des gens, tu vois. T'y as mêlé quand même des gens qui maintenant vont devoir porter un peu le poids de ta croix, et ça, c'est dur, hein. Tu vas devoir vivre avec, hein. C'est quoi ton avis sur les gens qui sont en mode brûler vos idoles? J'aime pas ce truc-là. J'aime pas le truc de brûler vos idoles. En fait, ça donne trop l'impression qu'il faut se surprotéger sur l'investissement émotionnel qu'on fait dans des gens ou dans des œuvres. Ou moi, en fait, c'est juste la vie. Moi, je suis une tragique. Hein. La vie est tragique. Vous jouez vos cartes. Les dés sont jetés. Si jamais vous avez un rapport émotionnel ou un truc et qu'un jour vous êtes trahi, c'est la vie. Arrêtez avec le brûler vos idoles. Bon là, j'ai presque envie de dire, mettez-vous en boule et laissez-vous pourrir en fait. N'ayez de la sensibilité pour rien, pour aucun artiste, personne, parce que le monde est cruel et que tout le monde peut vous trahir. Vraiment, c'est le raisonnement auquel ça mène. C'est juste que les gens ils s'arrangent parlant d'idole. Mais c'est pas juste une idole. Ça peut être ta daronne, ça peut être ton daron, ça peut être ton frère, ça peut être ton cousin, ça peut être ton oncle, ton prof, ça peut être tout le monde en fait. Le rapport, pas simplement d'idolâtrie, mais de confiance. Donc en fait, c'est juste, tu vois, ça n'a rien à voir. Non, pour moi, ça a tout à voir. C'est bon. C'est pas parce que c'est quelqu'un avec qui t'es connecté via
à un réseau que tu connais pas, mais dont tu écoutes les œuvres ou tu consommes l'art, le rapport émotionnel ou de sublimation lié à ce que la personne a vécu est pas différent que tu peux trouver avec tes proches, en fait. Donc j'aime pas ce truc-là, vraiment j'aime pas ce truc-là. Moi je suis en mode la trahison fait partie de la vie. Le sentiment d'être trahi, d'être dégoûté, ça fait partie de la vie. Tu peux pas t'en protéger. Et la seule manière de t'en protéger, c'est de devenir apathique. C'est juste de te déconnecter, en fait, émotionnellement de tout. Et ce n'est pas une solution. Le fait que le projet touche un public marginal, souvent ça a du mal à doser le parasocial. Oui, mais pareil, arrêtez avec le mot parasocial aussi. Limite, je préfère le mot idolâtrie que parasocial. Courage à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles partout dans le monde. Il va de soi que nous n'appelons en aucun cas à des actions personnelles à l'encontre de la personne concernée. Évidemment, ils n'ont pas de responsabilité dans l'espèce de chasse à l'homme qui se dessine. Ce communiqué a pour seul objectif d'exposer les faits qui nous ont été rapportés. Il n'atteste pas de l'ouverture d'une enquête judiciaire. Petite sœur Néofront, Snorrent, Irko et Kruger. Voilà, ça c'est pour le communiqué. Donc on a lu le communiqué. Et moi en fait, je vais vous parler un peu de mon premier ressenti. Moi quand je lis ce truc là, je vous ai dit, moi j'étais en mode, j'étais angoissé parce que je me disais mais putain, mais en même temps il fallait s'y attendre et en même temps c'est tragique les personnes qui se sont identifiées à sa capacité de résilience. Femtogo était queer, j'ai pas trop compris, je suis un noob. Oui c'était un mec qui a vécu plein de relations homosexuelles. Après peut-être il est bi, je sais pas. Et il a l'air d'avoir vécu plein de relations homosexuelles, d'avoir été dans le monde de la prostitution quand il était jeune, monde dans lequel il a traîné parce qu'il avait un rapport à son corps complètement fucked up par rapport à des agressions pédophiles qu'il a vécues. Voilà, ça on peut pas lui enlever. Vous avez parlé de son projet sous le blaze Régis Petrucci. On va y venir, tous à la fois. Moi déjà mon ressenti, je vais vous le dire de manière brute. En ayant été quelqu'un, là c'est pas rationnel, hein. C'est vraiment ça c'est ma colère et ma tristesse qui va parler. En ayant écouté son projet, en ayant écouté, il souhaite à la bête. Je me balade avec un cran d'arrêt, la bête, donnez-moi le poids de la bête, la taille de la bête, je sais pas quoi. Si c'est ce que tu souhaites à des gens qui font ça, moi ma première réaction j'étais en mode mais en fait c'est selon son système moral ce mec va se suicider. Et en fait j'avais presque cette pensée de dire mais au pire s'il le fait, au moins il envoie le dernier bon message. Mais est-ce que c'est le bon message? Est-ce qu'il y a une rédemption possible? Quand t'es un gars qui a construit son projet artistique autour du fait de dire planter des pédos ou je sais pas quoi, tu vois, genre est-ce que il est pas souhaitable pour toi selon ton code moral d'en arriver à faire ça? Ouch non, stop, wesh. Mais les gens, là, on va loin là. J'ai dit, disclaimer, c'est ma colère et ma tristesse qui parlent. Là, je vous parle de ma réaction sur le moment. J'étais vraiment en colère. J'étais en colère. C'est évidemment pas comme ça que je pense les choses et comment je me positionne, on va dire, politiquement sur le truc. C'est pas comme ça. Mais sur le moment, c'était ma colère qui parlait. Ma colère, c'était effectivement de penser comme ça, tu vois. Pour moi, la bête, ça peut être d'autres choses. Je sais pas. On n'aura sûrement jamais les réponses, hein. En vrai, c'est terrible parce que la trahison est dure, surtout pour les gens qui l'entouraient, parce que leur élan était bienveillant et libérateur pour la communauté queer. De l'autre côté, c'est aussi cool qu'il ait communiqué de lui-même. De l'autre côté, c'est quand même hardcore de faire des trucs pareils. Et à froid, tu en penses quoi? Bah, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut... Voilà, c'est un mec qui a livré une œuvre qui est profonde, qui est dérangeante, parle de ce que c'est que d'avoir vécu ces choses-là et d'être hanté par ces choses-là, et qui s'avère être une personne qui n'a pas su résister à ses démons. La bête, c'est lui comme Guts, il s'appelle Femto. Bon, après, mettons de côté les interprétations, on n'aura sûrement jamais la réponse. Après, si vous voulez vraiment abolir les prisons, va falloir aussi penser à vos ressentis sur ce genre de questions. Mais c'est normal d'avoir des ressentis comme ça sur ce genre de questions. Ce mec a pris une position, il a pris la lumière en mode je suis ce gars, enfin parler de ces sujets-là et je vais être libérateur pour plein de gens qui vont m'écouter. C'est pour ça que moi je distingue les gens qui sont en colère et qui font qui font des posts ou qui sont en mode vraiment sale pédo, va te faire enculer si je te retrouve, j'espère que tu crèves. C'est normal que les gens soient à fleur de peau. Vous vous rendez pas compte de l'investissement émotionnel qu'ils ont mis dedans en fait. Le gauchiste ça me frustre. Mais non mais c'est juste, on a le droit d'avoir une pensée de gauche, tu sais, anti-carcéraliste et anti-punitiviste, des trucs comme ça, je sais pas quoi. Et en même temps de comprendre que le ressenti des gens, c'est normal qu'il soit hyper violent. C'est normal, moi-même, je me pardonne ma violence. Évidemment que je me sens violente. Mais en tant que société, on doit pas se contenter de cette violence. C'est juste ça. Et c'est tout, c'est ce que j'essaye de dire. Artistiquement, je suis fasciné par la forme, le deliver, mais bordel les dégâts. Mais c'est ça qui m'a travaillé aussi, c'est de me dire, mais ça reste un mec qui rappe bien. Je limite. Ça aurait été plus facile à digérer si le mec était mauvais. Et le mec est bon. Le mec est bon dans son jutsu. C'est ça le truc aussi, c'est qu'il faut vivre avec ça, c'est tout. Totalement la position qu'il voulait avoir. L'album est pas du tout subtil là-dessus, il le répète ouvertement à plusieurs reprises. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que il y a un peu un monde où il a été lâche en fait. Il a été lâche de ce point de vue-là. Et il devra vivre avec. Parce que sa lâcheté l'a fait se connecter à des gens. En fait, c'est à double tranchant. Ça veut dire que je pense que c'est grâce, et ça je le crois, hein, c'est grâce à cette connexion avec Petite Sœur, Néofront,
Irko, etc., que ce mec-là puisse dire putain, la vie n'est pas finie en fait. Je ne me résume pas simplement à mes traumatismes. Je ne suis pas cet être seul, retranché de la société, qui boucle tout seul dans sa tête sur ses démons et sur ce qu'il a vécu. Et je suis une personne qui peut se réparer en étant au contact des autres. Évidemment, on connaît pas la temporalité du truc. Oui, dans quel contexte on sait pas. Et peut-être qu'on saura pas, parce que la personne, peut-être qu'elle témoignera pas. Il a lui-même été groomé, mais il a été pire que groomé. Il a été abusé depuis ses 8 ans. Genre, on peut pas lui enlever ça, tu vois. En vrai, c'est pas si intéressant de savoir quand c'était. C'est pas la question. Évidemment, en fait, évidemment que c'est intéressant. Évidemment que c'est intéressant, mais pour essayer de comprendre, en fait, pas pour essayer d'excuser. Par contre, politiquement, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, le traitement de la question de la pédophilie, de ce genre de profil, ça n'a politiquement, c'est insignifiant. Contre, effectivement, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son œuvre, vis-à-vis de qui il est, comment il a livré ce qu'il était, les étapes de sa vie, évidemment on est en droit de se poser la question de bah c'était quand? Genre dans la timeline, dans la chronologie que tu nous racontes en filigrane, c'était quand? C'était avant de signer dans un label? C'était au début quand tu rappais? Évidemment, c'est normal, on a été embarqué dans une histoire. Et même contre notre gré pour certains qui se sentent dégoûtés d'avoir été embarqués dans cette histoire. Dans le fait d'avoir suivi les textes de ce gars et de s'être intéressé à quelqu'un qui potentiellement se foutait de leur gueule, leur mentait, manipulait un peu leur discernement. Donc moi je peux comprendre qu'on soit en recherche de réponses, c'est normal. Mais en même temps, les gens, voilà, on est au niveau du spéculatif, pas aller plus loin en fait, faut s'arrêter là. Et au bout d'un moment, c'est pas votre dos, tu vois. Vous n'aurez peut-être jamais les réponses et il va falloir vivre avec ça. Ça permet de donner une idée de s'il peut récidiver. Oui. Qui évite à des gens comme ça de récidiver, c'est le fait d'être pris en charge en fait. C'est le fait de trouver un accompagnement, de trouver de l'aide, de se reconstruire. C'est pas le fait que ça soit hyper proche, comme une espèce de. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est évidemment que ça joue, mais ce qui sera déterminant, c'est la prise en charge. C'est le déchaînement d'homophobie, ça dégoûte contre. Ah bah oui. Non, mais voilà, un peu la seconde étape, parler des réactions des gens. Là, on va aborder un peu ce truc-là. Évidemment, sur les réseaux, tout le monde s'est mis à hurler de colère, de tristesse, de sentiments de trahison. Il y a eu des gens pour essayer de rechercher qui il était, son adresse, d'essayer de le doxer et tout ça. Et visiblement, ça n'a pas donné de résultat. Il y a le visage de quelqu'un qui a été partagé, et en réalité n'est pas Femtogo. Et d'ailleurs, je vous invite à ne surtout pas relayer ce genre de choses, parce que bah, vous êtes hors la loi déjà, première chose. Et deuxième chose, ça ne résoudra rien. Et vous ne savez même pas quoi vous faites justice. Alors, vous voulez faire quoi? Vous voulez attraper Femtogo? Vous savez même pas de quelle nature... Vous savez pas ce qu'il a fait en fait. Vous lui niquer sa vie. Bah vas-y, investis-toi là-dedans. Si t'as que ça à faire, nique-lui sa vie, vas-y. Mais ça en dit long sur le fait que t'as pas beaucoup de vie toi-même en fait. Genre j'ai envie de te dire ça. Genre t'es qui pour être ce justicier quoi? Faut vraiment avoir rien d'autre à foutre. Hein. Niquer sa vie, c'est pas très victime orienté. Ça dépend des victimes. Je veux dire, Femtogo dans ses textes avait bien envie de niquer la vie de ceux qui lui ont fait du mal. Donc moi je peux comprendre que ce soit la réaction de certains. C'est ça tout le paradoxe. C'est pour ça que ma réaction au début c'était en mode mais y es-tu du coup? Tu souhaites autant de mal aux gens qui t'ont fait du mal. Bah, déjà tu dois te sentir comme une immense merde vu que tu es devenu comme ça un peu. Être méchant avec qui que ce soit, même des méchants, c'est être méchant et donc ce n'est pas vers les forces démoniaques du mal. Lol, désolé pour le langage débridé mais l'idée y est. Bref, vous voulez vous lancer dans une croisade pour détruire quelqu'un, ok. Par contre soyez sûr d'être 100% clean. Oui déjà il y a ça. Et puis en fait ça permettra, enfin je veux dire ça ne permet pas aux gens d'éviter de reproduire ces violences. Le plus important politiquement, les gens, pas de faire des chasses à l'homme, c'est d'essayer de prendre le problème à bras le corps et de se poser la question de comment on évite que ça arrive. Ça me semble évident. La question à se poser c'est comment on peut trouver des bonnes solutions en tant que société, endiguer le phénomène, éviter que cette violence se perpétue, pour éviter à la fois qu'elle se reproduise et à la fois qu'elle insuffle un poison dans le développement sexuel de ceux qui ont été victimes et de répéter le cycle, tu vois. Oui voilà, briser le pattern, bande de sgeg. Comment on fait pour briser ce pattern? C'est ça la question politique. C'est pas de savoir à quelle sauce on va le cuisiner, avec quel type d'essence on va l'immoler, ou avec quel type de clou on va lui crever les yeux. En fait, vous êtes juste dans un fantasme de violence qui en dit plus sur vous-même que sur Femtogo, en fait. Mais du coup, attendez. Oui. Bon, maintenant, au-delà des réactions sur les réseaux où les gens s'énervent et tout ça, il y a évidemment les réactions des gens sur les réseaux qui en profitent pour déverser leur transphobie, leur homophobie. Il y a la petite musique là qui est en train de sortir en mode on a laissé rentrer des queers dans le milieu du rap, on leur a donné du gaz. Pourtant, on vous avait prévenu qu'ils avaient des textes chelous. Et maintenant, maintenant, vous allez vous excuser à genoux devant nous pour avoir vu en premier que c'était un mec chelou. Bah, encore une fois, c'est terrible parce que Femtogo est responsable de ça. Hein. S'il y a un responsable, c'est quand même Femtogo dans cette histoire. Notamment parce qu'il a pris ce risque, il a joué et il a joué. Et du coup, évidemment, il y a la sensation que derrière lui, il referme une porte. Une porte qu'il avait ouverte, et notamment pour son équipe, en fait, pour Néo Front, pour Irko, que en faisant ça,
En faisant ça, il fait énormément de mal. Énormément de mal à la fois à ses proches et énormément de mal à la cause, en fait, c'est aux LGBT, quoi. C'est normal, enfin, désolé de le dire. Et il va falloir vivre avec ça. Comme quoi, faut pas faire confiance à ce que n'importe qui peut dire dans des textes, surtout quand on sait pas qui c'est, d'où il vient. Aujourd'hui, on peut attaquer et défendre les droits humains en simultanéité. Moi, je suis d'accord sur ce truc de. Après, ce truc de faut pas faire confiance à n'importe qui. En fait, c'est juste accepter que la trahison fait partie de la vie. Là, c'est ça. Des fois, vous investissez émotionnellement dans des choses. Faites attention parce que la confiance a toujours un rapport avec la norme. Ça a toujours un rapport avec la norme. C'est-à-dire que on va vous dire ne faites pas confiance à telle personne qui dit tel truc et tout ça. Oui, oui. Mais votre rapport de confiance est défini aussi par une norme. Vous êtes aussi rassuré par des individus qui portent en eux des normes, en fait, des qui vous dépaysent. Ce que vous dites quelque part, c'est que faites attention à ce que dit quelqu'un, ses textes et tout ça. C'est-à-dire que dès qu'une personne vous dépayse d'un point de vue artistique, d'un point de vue sensibilité, d'un point de vue sujet qui est abordé, faudrait de fait pas lui faire confiance. Ah, c'est une manière de renforcer la norme aussi. Éloge de la trahison de Jeunet, tout dit dessus. Malheureusement, j'ai pas lu Jeunet, alors que je le vois ressortir tout le temps et qu'on m'en parle et qu'il faut que je le lise. Il faut que je lise Jean Jeunet, ouais. Ça a l'air incroyable, hein. Force en tout cas pour les gens investis émotionnellement, je capte que ça doit être un sujet qui donne envie de tout foutre en l'air. Ouais, bah j'en fais partie. Moi je vous le dis, c'est tout, j'en fais partie. C'est aussi pour ça que j'en parle sur mon stream comme ça assez longuement. Je fais partie des gens qui se sont investis émotionnellement avec Femtogo. Après, ça veut pas dire que j'idolâtrais ce mec, que toute sa musique me paraissait être miraculeuse. Il y a toujours eu des morceaux que je trouvais osef. Globalement, c'est un artiste, la moitié je skip, hein. Quasi la moitié de ses trucs, je les skip un peu. Mais par contre, ce qu'il a offert sur le terrain d'une espèce de sublimation, d'une sensibilité torturée et tout, ça, ouais, je me le suis pris dans la gueule et j'ai adhéré de fou. J'ai adhéré de fou. Je l'ai même vu comme une espèce de manifeste un peu. Un manifeste de résilience. Genre un manifeste de résilience et le fait de vivre avec une âme torturée, tu vois, de pouvoir vivre avec. Moi aussi, ça m'a parlé, c'est pour ça que je suis deg, bah, de fou. Après, je vais pas m'étendre sur les raisons du pourquoi, du comment, mais les gens, vous le savez, moi je suis une meuf trans, je suis pauvre, j'ai traîné dans des lores obscurs. C'était pas quoi, je veux dire, des gens niqués par la drogue ou niqués par la prostitution, niqués par des chemins de vie compliqués, j'en connais plein. Que un Femtogo, pour moi, c'est pas un alien. Quelqu'un que j'ai l'impression de pouvoir connaître, en fait. T'étais déjà touché, t'avais déjà ce feeling-là avant Pretty Doll's Corpse? Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, Franc-Tireur Partisan, il y a des sons, genre Madame Riffaut et trucs comme ça, j'avais déjà été touché par sa sensibilité, ouais, de fou. Moi, je pense le premier son, vraiment le premier son, avant même Franc-Tireur Partisan, où je me suis dit, ok, passe un truc, j'aime bien, c'était... Comment il s'appelle déjà ce son? 44 West, il s'appelle déjà. Five Five Voice West. Oui, oui, le truc avec le remix de la bande originale de Mononoke. Ta-da-ta-da-ta. Ce son-là, il est tout simple. Et on est vraiment sur du, comme vous dites, Warfare musique. Ah, c'est Nausicaa. Non, non, c'est Nausicaa? Ouais, bref, peu importe. Et j'ai vu ce son, et je me suis dit, un vrai son pour faire la guerre. Il est bien ce son, tu vois. Il t'emporte un peu. J'étais en mode, ok, ce rappeur-là, je l'aime bien, je vais le suivre et tout ça. Après, il y avait eu les trucs genre Scopolamine, je sais quoi, ou Jade Layen, enfin, tous les sons un peu comme ça, là, sortis. Bon, j'étais en mode, c'est pas mal, mais je vais pas retenir plus que ça. Après, il y a eu Pretty Doll's Corpse, et ensuite, j'ai découvert Baby Hayabusa dans le lot, et j'ai découvert aussi des albums un peu plus niche, genre en mode le truc où il y a tué la bête et tout ça. Et là, je me suis particulièrement intéressé au fait d'essayer de connecter le texte, les morceaux. Le moment où il y a eu Pretty Doll's Corpse, je me suis dit, ok, on est face à un mec qui potentiellement construit un imaginaire un peu lynchéen. C'est vrai que c'est très proche de Lynch hein, quand vous y réfléchissez. On a un village, on a un endroit. Géographiquement, il est très caractéristique, c'est-à-dire qu'il le décrit. Il y a le vieux port. Bon, maintenant, on sait que ça se trouve en Bretagne et tout. Mais il y a le vieux port. Il parle des rues, les rues de la ville. Il en parle la nuit quand elles sont éclairées au luminol. En fait, il y a vraiment un portrait presque géographique de là où il se trouve. Il y a un portrait social. Il est vraiment un personnage dans cette ville, dans ce village, tu vois. Donc c'était, en fait, je me suis dit, waouh, il y a en fait entre les doubles sens, entre les métaphores et tout ça, il y a vraiment un mystère là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher et cette récompense sera offerte à ceux qui ont vraiment essayé de mettre les doigts dans le texte et dans le sens. Et ça, c'est un peu la récompense à laquelle tu peux t'attendre. Plein de choses. Enfin, je veux dire, pour les gens qui se sont mangés le 667 et Frisk Orleans et Osiris Jack et tout, c'était le même délire. Enfin, je veux dire, il y avait quand même, bon, c'était peut-être moins un investissement, c'était
pas autant un investissement, mais il y avait un peu ce truc de je vais te hook parce qu'il y a des PDF, parce qu'on parle de politique en mode crypto-politique, il y a des trucs bizarres, tu comprends pas, blablabla. Voilà. Et moi, je trouve que celui qui représente le mieux ce style-là, c'est un peu Lynch. Et on appelle ça le cryptique. Je veux dire, ces paroles, c'est pareil avec le lore de Dark Souls. Je suis cette meuf qui a écouté les vidéos de Vatividia pour essayer de comprendre le lore de Dark Souls et qui a lu des putains de descriptions d'items de trucs parce que bah, j'étais investi dedans, tu vois. Donc j'ai un instinct de digger. J'aime bien creuser le sens d'une œuvre en fait. Et donc bah Femtogo il m'est tombé dessus, je me suis dit vas-y, ce mec là il me propose ça, j'aime bien. Le deepest lore, c'est ça. Et évidemment, je sais pas si le plot twist là, il me fait tant du bien que ça quoi. Pourquoi j'ai investi du temps quoi, tu sais, j'ai cette colère de putain, tu m'as fait investir mon esprit, mon temps, ma sensibilité dans tes textes là pour ça. Ah mais c'est tout, c'est spectacle, tu vois, en termes de spectacle, voilà, c'est le même. Cinéma, tu vois, cinéma. Mais la sensation, c'est pas de dire quel génie, c'est de dire quel enculé. Bon après je pense que quel enculé ça va, il a dû l'entendre souvent. Non mais voilà, du coup, on découvre. Alors bien évidemment tout le monde s'enflamme sur la toile, il y a des gens qui veulent trouver son adresse et tout ça. Il y a un groupe de gens, en passant notamment par la plateforme de la SACEM, qui ont réussi à trouver qu'en fait il avait un troisième ID, troisième identité liée à sa SACEM, parce qu'en fait la SACEM centralise les différents projets d'un même rappeur, en fait pour que l'argent et les droits circulent vers le même destinataire. Donc grâce aux informations SACEM, ils ont trouvé l'existence compte qui s'appelle Petruccio, je sais plus quoi là, compte qui avait été créé sur Spotify, sur SoundCloud aussi, sur plusieurs plateformes d'écoute, qui était le troisième ID, c'est-à-dire l'identité cachée de Femtogo. Il en a une deuxième, un rappel, deuxième identité cachée qui était Baby Hayabusa. Et là, on découvre la troisième identité qui est Reggie Petrucci. C'est ça. Compte qui date en plus, j'avais déjà des sons dessus et tout. Ok. Et du coup, on découvre ce truc-là, les gens ils deviennent fous en mode, mais en fait, si ça tombe, cet album, il va tout nous expliquer. En fait, peut-être que cet album, et les gens se posent des questions, ils spéculent. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a fait un album, c'est Néofront qui fait c'est les prods de Néofront. Est-ce que Néofront est au courant? Est-ce que c'est ses potes qui l'a fait écouter le truc, sont venus lui poser des questions et du coup il a avoué? Est-ce qu'il a fait cet album pour dire au revoir? Il donnait un peu cette impression parce que les derniers morceaux c'est les oubliettes et disparaître. C'est quoi ce blaze Néofront? C'est le mec qui fait les prods. C'est le Milouz de l'équipe. En fait, moi j'aime bien utiliser ces expressions dans le rap. Il y a des Milouz et il y a des Bart. Vous voyez un peu la relation Bart-Milouz? Bart, c'est le casse-cou, c'est celui qui est devant, c'est celui qui va kick, c'est celui qui va poser un texte, c'est celui qui va prendre la lumière. Le Milouz, c'est un peu plus l'ingé son, celui qui est en retrait, celui qu'on voit pas, celui qui est un peu autiste sur des boucles sur Cubase ou sur je sais pas quoi. Et le Milouz, globalement, c'est celui qui est indispensable mais qui vit un peu dans l'ombre du Bart. En fait, c'est un peu ça. Et donc, généralement, un beatmaker, c'est un Milouz. Et c'est pour ça que, des fois, il y a un peu ce truc de, quand t'entends du rap de la nouvelle génération, Cubase, oui, désolé, moi je faisais du son à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, je faisais sur Ableton, mais à l'époque, les gens, ils utilisaient Cubase et tout. Très bon Milouz, mais c'est ça qui est... Moi, j'espère que Néofront, il va s'en sortir. De toute façon, pour les Milouz, c'est toujours plus facile que genre Petite Sœur qui a pris la lumière et qui est associé à Femtogo. Vraiment, tu vois. Néofront, il est tellement bon c'est sûr, il a de l'avenir. Petite Sœur, elle va devoir encaisser, tu vois. Elle va se prendre des coups. Hein. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet album caché, que du coup, moi, j'ai écouté, et que j'ai même écouté 2 fois, je dois l'avouer, parce que je cherchais tout simplement à comprendre le texte, à avoir des réponses, et voilà, quitte à m'être investi émotionnellement, j'ai envie d'aller au bout, et j'ai envie de tout prendre une dernière fois, m'intéresser à lui, et c'est bon, quoi. C'est bon. Genre, tu m'as fait du mal, je vais me faire une dernière fois du mal, je vais écouter ton truc, mal à l'aise, mais je vais quand même essayer de continuer à rester sensible à ce que tu dis. Après, ça dégage, tu vois. Attends, il y a un pédo ARG. Bah, en fait, la question, c'est ça. Est-ce que dans cet album, il est explicite à propos du fait qu'il aurait fait des trucs, etc., etc. La réponse est non. Il y a plein de gens qui ont sorti des trucs et qui font des tweets un peu tapines en mode il avoue tout dans son album, blablabla. C'est pas vrai. Son album est encore très shady et à la limite, des fois, il y a des moments un peu plus... il y a des moments un peu plus sombres, un peu plus bizarres où entre les lignes, on peut commencer à se dire ah mais putain, en fait, c'est plus compliqué que ce qui n'y paraît. Mais ça n'a rien d'obvious. Ça n'a rien d'obvious. Donc non, ce n'est pas un album où d'un coup, il te donnerait les clés pour comprendre pourquoi il a fait ça ou comment, à quelle époque et comment il a fait. Ça reste un album où il est quand même focus sur ses blessures à lui, sa souffrance à lui. Et à la limite, de temps en temps, il explique que le poison qu'il a en lui l'amène à faire du mal à son tour, etc. Il parle de pardonner les gens qui lui ont fait des VSS parce qu'ils ont été victimes. Oui, il y a
ce truc-là aussi, ouais. En fait, faut pas trop non plus surestimer les intentions de l'artiste en mode il a fait cet album final comme une révélation et ensuite il disparaît, tu vois. Pas sûr de ça. Et en tout cas, si c'est le cas, et si tu écoutes Femme Togo, c'est pas non plus l'album révélation que les gens pouvaient attendre après avoir appris ça. Ça reste quand même léger. Sinon, c'est quoi son avis sur le fait que certains dénoncent le fait qu'on sait pas si la victime était OK pour le communiquer? Ah, mais ça, c'est le débat sur les tiers. C'est le débat sur les tiers, ça. Effectivement, moi, j'ai un peu une règle et je vous invite quand même à en faire aussi une de vos règles. C'est pour avoir une certaine forme de vigilance à l'égard des call-outs et de faire attention quand les informations proviennent d'un tiers. Quoi, un tiers? C'est que c'est ni la victime ni le bourreau. Ce n'est pas une personne impliquée directement dans cette histoire. C'est une personne qui a entendu ou à qui on a raconté que et qui vient sur les réseaux sociaux, en place publique, balancer un témoignage, balancer une rumeur, balancer une histoire sur quelqu'un. Sauf qu'en fait, pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que cette parole, elle appartient à la victime en premier lieu. Si la victime n'a pas envie de parler maintenant, si la victime a sa propre temporalité pour digérer ce qu'elle a vécu, si elle, peut-être même que ça lui appartient de ne pas vouloir en parler, eh ben, il faut respecter ça. Vous pouvez pas prendre n'importe quel témoignage d'un tiers comme quelque chose d'équivalent à un témoignage de victime directe. Réel, je l'ai vécu. Bah oui, faites vraiment attention à ce truc-là, quoi. Et moi, je vous avoue que dernièrement, là où j'étais sceptique, c'était sur les trucs d'Antoine Daniel. Pas pour dire qu'Antoine Daniel n'aurait rien fait, il a lui-même avoué qu'il a fait des trucs, mais juste pour dire que le fait que ça parle de j'ai entendu que, et on m'a rapporté en DM que, et donc je partage que j'ai entendu que, moi je suis un peu en mode ok, c'est bien, tu expliques que tu te désolidarises et que c'est parce que tu as entendu des trucs, mais potentiellement, il y a une personne qui n'avait peut-être pas envie que ça se sache, tu vois. En fait, tu dépossèdes la victime de son récit. Tu la laisses pas avoir sa propre temporalité. Tu lui permets pas en maîtrise de ce qu'elle devient, tu vois. De ce que devient son histoire et de son propre processus de réparation. En fait, si vous voulez insister, parce que vous arrêtez pas de dire, souvent c'est un peu ce qui vient, hein, les gens disent il faut penser aux victimes, il faut se poser la question de la réparation et tout. Et moi, un des impératifs de la réparation, avant tout, c'est que la temporalité appartienne à la victime et non pas à une personne qui rapporte un tiers qui a entendu que. Parce que tu peux faire du mal à la victime en ne la laissant pas maîtresse des horloges du récit, tu vois. C'est son récit. C'est à elle de décider si oui ou non elle en parle. Qui a été call out par le copain ou ex de la victime qui a envoyé des DM contre la volonté de la meuf. Voilà, par exemple. Donc, et c'est pas pour dire que Tiki est un ange, pour dire qu'il y a des trucs un peu bizarres là-dedans. Voilà, moi ça me semble normal de réfléchir comme ça. En fait, ce qui me dérange, c'est que la priorité, ça devrait être de protéger la victime. Oui, mais après ça, de empêcher la personne de faire d'autres victimes. Là, avec ce communiqué, avec les infos qu'on a, ça n'aide aucun des deux. En fait, moi, vous savez à quoi ça me fait penser des fois il faut penser à la victime, tout quand ça vient de gens qui balancent un peu ça gratos. Moi, ça me fait penser à il faut applaudir le personnel soignant à 20h tous les soirs. Pour reprendre une blague d'Antoine Daniel. C'est un peu ça, hein, je suis désolé. Je veux dire, il y a un monde où vous ne comprendrez jamais ce que c'est que d'être à cette place et de ce que c'est que de le ressentir. Mais c'est pas simplement une histoire de bien-pensance, c'est que c'est bien intentionné, mais c'est aussi une manière pour les gens que de se débarrasser du problème en ayant un peu des postures, des réflexes, tu vois. Et le réflexe, c'est ça. Le réflexe, c'est de dire oui, je pense aux victimes. Voilà, penser pour la victime. Oui, c'est un peu creux, en fait, c'est un peu creux. C'est un peu creux, et le pire, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gens, à partir de ces petites postures de politesse, ils peuvent se comprendre, hein, ça peut se comprendre de vouloir être poli, de vouloir utiliser ce genre de phrase, histoire de communiquer une émotion, même si c'est un peu fake. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens, ils disent penser à la victime. En réalité, ils ont coupé Twitter et ils ont lancé une vidéo YouTube et ils ont vécu leur meilleure vie en mangeant des chips. Alors, il y a aussi un truc un peu hypocrite là-dedans. Et moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui ont l'impression qu'il y a une solution politique là-dedans. Et bande de sgeg, vous pensez sincèrement qu'en spammant je pense à la victime, vous allez soigner la victime? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre en fait? Elle est pas en train de faire un Genki Dama, la victime là. Pas Sangoku qui a envie de dire à tout le monde de penser à lui pour faire un Genki Dama sur Boo en fait. C'est pas comme ça qu'on répare une victime en fait. Surtout évidemment ils sont choqués et ils veulent se désolidariser par communiquer. Mais là je dis pas ça pour petite sœur et tout, je dis ça plus pour le réflexe un peu banal des gens sur les réseaux sociaux. Et en vrai c'est aussi possible qu'il soit un agresseur sans victime, rien ne nous dit que la personne se considère comme telle. Oui, c'est ça aussi, mais en vrai, si ça a eu lieu dans le milieu un peu shady de la prostitution, les gamins qui traînent, comme lui-même a été un gamin qui traîne la rue et qui potentiellement est tombé sur des figures, ils l'ont / groomé, protégé, abusé, comme Ivy,
On sait toujours pas qui est Ivy. Et on a l'impression que c'est un peu ce personnage-là dans ces textes. Quelqu'un qui l'aurait violé plusieurs fois, mais dont il était en même temps amoureux et qui était un protecteur et en même temps une espèce de proxénète. On sait pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'Ivy, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai l'impression que y a des chances que Femtogo soit devenu Ivy. Poison Ivy. Et oui. Et là, le poison. En fait, moi, je sais pas, ça c'est de la spéculation, mais je me dis, il y a peut-être un monde où c'est ça, en fait. T'as répété cette figure du groomer, protecteur, slash proxénète, slash, tu vois, avec potentiellement un gamin qui cherchait une protection, qui cherchait de l'aide, et tu vois, qui irait jusqu'au bout de la nuit. Bah, quand on part du principe qu'il fait des passes pour vivre, il les fait pour un mec appelé Ivy, le refrain de Baby Hayabusa prend un autre sens. Il irait jusqu'au bout de la nuit pour toi, Ivy. Le mec est proxénète, c'est un autre sens. Pas parce qu'on n'a pas conscience d'être une victime qu'on l'est pas. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est tout le traumatisme pour les gamins. En fait, j'ai presque envie de vous dire, pour un gamin qui a été victime d'un pédophile, d'un pédocriminel, le pire c'est que ça se passe bien. Je vous jure, hein, je pense vraiment comme ça. À la limite, si jamais la rencontre, elle est terrifiante, elle est dangereuse, elle te traumatise, quelque part ton âme est un peu sauvée. Parce que tu vas vivre ça comme quelque chose de dégueulasse, de honte et dont tu es dégoûté. Mais tu vas pas vivre comme quelque chose d'ambigu. Le pire qui puisse t'arriver, ton discernement soit baisé parce qu'il y a un monde où tu sais que tu as un peu cédé, un peu pris du plaisir. Et c'est ça qui te hante, c'est ça qui est dégueulasse. Parce que aucun enfant ne devrait avoir un discernement fucked up comme ça, tu vois. C'est ça le poison. Tout à l'heure, je vous disais, on va mettre les doigts là-dedans. On va se demander de c'est quoi le poison. Le poison, c'est ça. Le poison, c'est précisément le fait que ça soit ambigu et que ça se passe bien et qu'il y ait même un monde où l'enfant, il est hanté par la sensation que ça s'est bien passé, qu'il y a pris du plaisir, qu'il est plus normal, que maintenant, quand il pense à sa sexualité, il est complètement... c'est plus normal, en fait. Il peut pas se réparer, tu vois. Et ça, c'est le pire, en fait. C'est vraiment le pire que tu puisses laisser sur un gamin. Oui, voilà, typical grooming. C'est dur après, parce que pour se reconstruire, c'est dur. Alors qu'au moins, si c'est traumatisant, attends, en fait, c'est facile de binariser. C'est facile de, tu mets ça à l'écart. C'est le diable, tu vois. C'est le diable. Alors que quand les choses, elles sont plus complexes et que t'es un gamin de 12-13 ans et que tu dois vivre avec cette complexité ensuite, quelle horreur. Quoi? Parce que t'es en décalage total avec la société et avec la boussole morale de la société. Et c'est pas pour dire que la boussole morale de la société, elle est bonne sur tous les points. C'est relatif une boussole morale. Mais on est tous d'accord que la boussole morale de la société, sur l'âge légal de consentement, sur ces choses-là, on est tous d'accord pour dire qu'elle est essentielle. Pas dire qu'un enfant consent, tu vois. Un enfant peut pas consentir à ça. Quand ça se passe mal et qu'on n'a pris aucun plaisir, c'est facile de mettre le truc à distance, je note, je note. Non, mais oh là là, ça commence déjà à déformer ce que je dis. Ça le merde, va. Ça m'énerve ce genre de réflexe. C'est pas ça la question. La question, c'est pas que c'est plus difficile à mettre à distance. C'est juste que c'est plus facile à binariser. C'est moins complexe. Un traumatisme, c'est une boucle. Forcément, dans ton esprit, c'est une boucle. Mais là, le poison dont on parle, il est plus complexe. Le poison dont on parle, c'est celui qui fait que, pour le restant de tes jours, tu vas être bizarre. Ton cerveau, il va t'envoyer des signaux bizarres. Tes perceptions, elles vont être bizarres. Tu vas peut-être jamais pouvoir te lier à quelqu'un. Tu vas peut-être jamais pouvoir t'exprimer sur cette complexité. Parce que tu te sens un peu coupable. Que tu te sens empoisonné. Tu sais qu'il y a quelque chose en toi. Et que tu vas devoir lutter de ta vie contre ça, tu vois. Tu vas devoir vivre avec. C'est ça, en fait, qui est horrible. D'accord avec toi, Moufette, mais évite de traiter les gens de sale merde, même s'ils sont casse-couilles. Oui, je suis désolé, mais c'est juste que quand je vois des gens qui sont tout de suite en mode ok, je note. Je note. Moufette a dit c'est plus facile de résoudre un traumatisme quand ça a été hyper violent. C'est pas ce que je dis là, c'est pas simplement un rapport au traumatisme en fait, c'est un rapport au discernement sexuel. Pas exactement la même chose. Et ça nous amène aussi quelque chose que non, la question à se poser c'est quoi en fait la pédophilie? Genre ça vient d'où? Genre comment ça apparaît? Est-ce que c'est un truc qui se transmet comme ça? C'est quoi? C'est des idées intrusives sur lesquelles des gens font des fixettes? Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on est avec? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe pendant l'enfance et on doit vivre avec ensuite? En fait, la vérité, c'est ça, des questions qu'il faut se poser. Transmet, génétique, c'est un script, il y a de tout. En fait, il y a plusieurs réponses. Et même d'un point de vue clinique et tout, les gens, ils savent pas vraiment expliquer. C'est multifactoriel. Bah oui, il y a tellement de facteurs possibles, bien sûr. Et il y a plusieurs types de pédophilie, effectivement. C'est-à-dire que des fois, vous allez, je sais pas, vous allez avoir le profil de la personne complètement asociale. Il y a tombé dans le rabbit hole du fait d'entretenir et de cultiver une attirance pour des trucs hyper shady. Et de ce point de vue-là, les gens, spoiler, c'est un mécanisme sexuel pas différent d'un autre. Hein. C'est-à-dire que quand vous cultivez, je sais pas moi, quand vous cultivez un fétichisme pour une certaine chose et que vous l'alimentez, très différent de ce qui doit arriver à certains pédophiles en fait, et qu'ils ont alimenté la boue. Et à ce titre-là, les mécanismes sont pas différents. Les mécanismes d'entretien ou de sevrage, très différents pour d'autres
d'autres imaginaires sexuels en fait. Ça se transmet, pourquoi ça se transmet à certains et pas à d'autres? Ben moi j'aime pas. En fait, moi je vous avoue. Oui, et puis déjà voilà, la société est très pédo. Enfin, je veux dire, entretient aussi ce truc-là. C'est des fois la banalité des messages qui te sont renvoyés, du fait que quand comment dire, quand une agence de mannequinat propose des concours de mannequinat, les gamines qui gagnent le concours, elles ont 13, 14, 15, 16 ans, même s'il y en a de 20 à 25 ans dans le lot. Pourquoi c'est systématiquement les meufs les plus jeunes qui gagnent? En fait, il faut aussi se poser ces questions-là. C'est bien gentil ce truc de ah, c'est un individu autoresponsable, voilà, qui s'est alimenté dans son délire et tout. Bah oui. Et il y a aussi derrière le fait que la société potentiellement, elle t'aide pas et elle est shady. Elle t'ouvre des portes sur une banalisation, une normalisation presque de ça, tu vois. Les mangas, plein de choses, mais bien sûr, mais la culture au Japon, l'âge du consentement, c'était 13 ans. Ça a changé récemment, mais l'âge du consentement au Japon, c'était 13 ans. Imaginez bien qu'il y a plein de Japonais en mode dans leur système éthique et moral, dans leur boussole morale collective, c'était juste banal en fait, de se dire ah, une meuf de 13-14 ans, elle est bonne. Une lycéenne là, une collégienne là, dans sa petite jupe et tout, elle est bonne. Et c'est pour ça que je veux aussi vous dire ça. La pédophilie, c'est pas juste des monstres chez eux qui se mettent à, comment dire, à cultiver d'un coup un intérêt très spécifique pour des choses, c'est-à-dire du matériel pédocriminel. Autour du matériel pédocriminel, c'est-à-dire la pédopornographie, il y a une constellation de références, d'imaginaires sexuels, d'images, de signes qui y amènent. Ça veut pas dire que tous ces signes-là amènent inévitablement à la pédocriminalité ou à la consommation de ce type de contenu, mais c'est juste pour dire que c'est une galaxie de références. C'est pour ça que effectivement, il y a des gens qui sont en mode mais quoi tu te branles devant pas moi un manga où la gamine elle a l'air d'avoir 12 ans, elle a les seins tout plats, elle est habillée en collégienne, pourquoi ça t'excite? Il y a des gens qui vont dire mais non mais c'est un dessin, mais non mais c'est rien, ah oui ok je regarde du hentai, oui ok les dessins sont un peu explicites, oui ok la gamine elle fait vraiment gamine, mais déjà c'est le Japon, ils sont un peu bizarres et puis ça va, ça m'excite, c'est pas interdit quand même. C'est facile de s'en tirer comme ça. Oui voilà, elle a 3000 ans, c'est rien, c'est une loli. Et c'est pas seulement dans le hentai, je vous ai dit, dans la mode c'est ça, dans le cinéma c'est ça. Plein de situations où en fait les gens, leur discernement il peut être banalement tolérer ça en fait. Ça peut être banal. En fait il y a un monde où c'est banal, mais c'est pas le monde auquel on aspire, c'est pas le monde qu'on construit. Notre boussole morale à nous, c'est de dire bah ouais, dans la société il y a des interdits. Et ces interdits sont un rapport de force. Ça ne l'oubliez jamais. C'est pas une essence qui vous tombe du ciel. L'âge légal de consentement, c'est un curseur, il peut être déplacé. Il peut être déplacé. C'est juste que pourquoi on le met à cet âge-là? Pourquoi on estime que ces relations-là sont horribles? C'est ça qu'il faut savoir dire. Pas simplement se contenter de dire il y a les pédos et il y a le reste du monde. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça qui est terrifiant. Et c'est pour ça que les gens aussi violents, leur réaction c'est la violence parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de leur propre âme. Ils ont peur des propres chemins sinueux, des idées intrusives qu'ils peuvent eux-mêmes ressentir. C'est ça qui les terrifie. Et c'est pour ça que c'est un sujet où les gens sont aussi violents. Ils ont peur d'être empoisonnés eux aussi. Ça veut pas dire que tout le monde est empoisonné. Ça veut dire que tout le monde sait que tu peux être empoisonné par des choses comme ça, par des choses que la société tolère pas, mais pourtant dans ton cerveau, voilà, ça donne des phobies d'impulsion. En fait, ça peut créer même des phobies d'impulsion. Ça veut dire que dans le paysage des gens qui sont un peu concernés sur le spectre de la pédophilie, qui est pour l'instant, je rappelle, le spectre de la pédophilie et pas de la pédocriminalité, il y a aussi des gens qui ont peur que ces pensées intrusives-là existent, et parce qu'ils en ont peur, elles existent. Ça a même un nom en psychologie, on appelle ça le trouble obsessionnel compulsif pédophile. Ça veut dire, c'est un TOC, c'est littéralement un TOC. C'est la peur que ces idées-là existent dans ta tête. Vu que tu en as peur, elles existent, ce qui renforce la peur, alors que non, ça ne te concerne pas, tu n'es pas excité par ça. Mais le simple fait d'avoir cette peur que l'idée puisse exister te terrifie et commence à créer une boucle et une obsession. Et alors là, on parle des gens un peu du commun du mortel. Alors imaginez les gens qui en plus ont vécu des trucs quand ils étaient enfants et qui ensuite doivent vivre avec cette peur d'avoir des choses qui ressurgissent, des idées. Pour eux, c'est encore plus concret parce que c'est littéralement dans leur chair qu'ils ont ressenti un truc, tu vois. Et c'est ça le poison. Le poison, c'est tout ça. Donc maintenant, on fait quoi? En fait, on fait quoi pour pouvoir organiser une société où on fait en sorte d'endiguer le phénomène et pas que ça arrive? Tout en partant du principe que oui, psychologiquement, on est des êtres faillibles et des fois, on est habité par la peur d'avoir des pensées intrusives, terrifié à l'idée de ce que ça dit sur nous, est-ce que ça révèle une vérité sur nous? Et que ça soit pour la pédophilie, mais pour plein de choses. Ça peut être très bien le vol, ça peut être très bien le fait de vouloir tuer quelqu'un, le fait de... Et ben moi, je dis que la responsabilité moralement dans une société, c'est pas de ne jamais avoir ce type de pensée. C'est en dernière instance de ne pas agir et de se contrôler. Parce que des pensées bizarres, on en a tous. On en a tous sur des tas de trucs. Tuer quelqu'un, vouloir faire, je sais pas, être en colère dans une dispute et vouloir frapper quelqu'un. Savoir
se tenir, c'est ça en fait. Et donc ce qu'on attend d'un pédophile, c'est qu'il sache se tenir. Et s'il a passé cette frontière où il a pas su se tenir, c'est fini, tu as basculé de l'autre côté. Et après le curseur c'est quoi? Des fois en clinique, il y a les gens, ils sont en mode, on peut encore récupérer des gens qui ont simplement consommé du contenu pédoporno. Et après il y en a d'autres qui disent non, c'est trop tard. Une fois que les gens ont mis les doigts dans l'engrenage du contenu pédoporno, c'est fini. Légalement ils ont déjà basculé. Après on peut les récupérer, non. Bah, c'est très compliqué. En fait, une fois que quelqu'un a mis le doigt dans l'engrenage de manière très profonde, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que moi, une des profondes tristesses que j'ai, une des profondes colères par rapport à Femtogo, c'est de me dire, bon déjà, t'as le chien, t'as pris ce putain de rôle où tu t'es donné le beau rôle, et en plus de ça, ma grande tristesse, c'est de me dire, si ça tombe, ce mec-là, il a les doigts dans l'engrenage. Qui le hante, c'est qu'il sait que trop tard, il s'est trop abîmé. Il va devoir vivre avec un truc beaucoup trop dur à contrôler. Le démon est trop puissant. Le poison est trop dans ses veines. Il y a un prix à payer parce que cette boussole morale, elle se traduit par des règles, par des lois, par des droits, par des devoirs. Résumer la pédophilie à un truc de mettre le doigt dans l'engrenage. Mais non, mettre le doigt dans l'engrenage, c'est déjà un stade plus avancé que ce que j'appelle pédophilie. Genre, en fait, quand je dis mettre le doigt dans l'engrenage, c'est aussi entretenir, rivoiser et comment dire, alimenter ces sensations, ces prémices, ces perceptions-là. C'est ça pour moi mettre le doigt dans l'engrenage. C'est de ne pas avoir les barrières, les réflexes qui te permettent tout de suite de te protéger de ce que tu ressens, tu vois. C'est pas que la plupart des victimes consomment du pédoporno pour survivre. Ah non, je savais pas. Mais pourquoi? Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que là, c'est un aspect qui me fascine, tu vois. Mais ça, vous inquiétez pas, les gens. On va faire... là, de toute façon, ça nous a résolument décidé. Avec Zawa Prod, donc on va tous s'y mettre. Hein. On va faire des émissions sur le sujet. Wissam, il a déjà prévu d'inviter quelqu'un. J'imagine qu'à plusieurs, on va bosser sur une émission comme on a fait pour la pornographie, comme on a fait pour le travail du sexe. On va faire des émissions sur l'adultisme, sur la pédophilie, sur la pédocriminalité. Évidemment, genre, c'est notre rôle, tu vois. Donc je dis pas qu'actuellement, je suis sous ma forme finale où je comprends le mieux le sujet. Bon, en tout cas, histoire de faire un peu une conclusion à ce truc-là. Moi, j'estime que voilà, on a parlé de Femtogo et j'ai dit un peu tout ce que j'ai pu ressentir, ce que j'en pense politiquement, comment je me positionne, ce que je pense des réactions des gens. J'ai lu le communiqué. Je vous ai parlé de cet album, de cette 3ème ID. J'ai même parlé un peu du fait que je m'étais investi dans les textes et que j'ai moi-même des interprétations, des trucs comme ça. Voilà, non. Tant on parle un peu plus du sujet politiquement que Femtogo.